3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi c'est la grande forme parce que mercredi sur Twitch, vous avez voulu que je parle des Sixers et plus particulièrement de James Harden en mode coast to coast. Ceux qui me connaissent savent très bien à quel point je kiffe parler de Philly, sauf que après le transfert, là, après la deadline et l'arrivée de James Harden, je ne voulais pas trop m'enflammer au début. Avant d'analyser le débarquement du barbu aux 76ers, il me semblait quand même important d'avoir un échantillon, même minime, afin d'avoir quelques éléments au moins sur lesquels m'appuyer. Là maintenant, j'ai 3 matchs, un face aux Wolves et 2 face aux Knicks, ce qui laisse place aux prédictions, ce que j'aime bien, mais ce qui donne aussi quelques éléments, des faits réels sur lesquels je peux m'appuyer. D'ailleurs, vous, si vous regardez la vidéo au moment où elle sort, vous avez même un 4e match contre les Cavs qui, je n'en doute pas, a été riche en enseignements, bande de petits chanceux. Very lucky boys. J'espère que cette rencontre-là ne foutra pas toute mon analyse en l'air, mais ça m'étonnerait quand même vu la quantité d'éléments que je vais aller chercher. Parce que bien sûr, je ne me servirai pas que du présent. James Harden et les Sixers sont bien entendu 2 entités qui existaient déjà avant de s'assembler. Thanks, Captain Obvious. Alors comme d'habitude dans les coast to coast, je vais essayer d'aller d'un côté à l'autre et d'être le plus complet, mais le plus complet possible. Cela, j'espère, rendra l'analyse beaucoup plus fine, puis ce que j'aime bien avec James Harden, c'est que son cas est particulier, parce que souvent, soit il est adulé, soit il est détesté. On entend tous les extrêmes à son propos, et vous savez comment moi, les discours unilatéraux, j'aime pas trop. Le but, comme d'habitude ici, sera de peser tout le positif, mais aussi tout le négatif, pour voir à la fin de quel côté la balance penchera. Tout ça, ça me permettra de répondre à la question du jour de la façon la plus précise possible. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! James Harden peut-il mener les Sixers au titre NBA cette saison? Allez, pour commencer, parlons de tout ce qu'il a vécu avant d'arriver à Philadelphie, notre cher James Harden. Originaire de Californie, il a au lycée très vite montré qu'il possédait un réel talent offensif. Si au départ il n'était ni le joueur le plus grand, ni le plus gifté, il avait pour avantage d'être très malin, et surtout d'être un gros bosseur, des qualités qui lui ont rapidement permis de décrocher une bourse à la fac. C'est ainsi que celui qui n'était pas encore bien barbu à l'époque débarque à Arizona State. Là-bas, vu qu'il n'obtient pas de promesse de draft assez sérieuse à l'issue de son année freshman, il passe 2 saisons. Il faut dire aussi qu'à la fin de la première année, les Sun Devils ont échoué aux portes de la March Madness. Pas facile ça comme condition pour trouver de l'exposition. Mais sa deuxième saison universitaire est celle de l'explosion. Il tourne à 20 points par match, il fait une pointe à 40 unités, apparaît sur la couverture de Sports Illustrated, est nommé meilleur joueur de la Pac-10 et porte Arizona State jusqu'au 2e tour du tournoi final. Il obtient ainsi une petite réputation et engage Rob Pelinka comme agent afin d'être sélectionné le plus haut possible lors de la draft 2009. Et le projet fonctionne. Après que Blake Griffin et Hashim Thabit aient été tous les deux appelés respectivement par les Clippers et les Grizzlies, Harden débarque dans la toute jeune équipe du Thunder, prêt à rejoindre les Rising Stars Kevin Durant et Russell Westbrook. Là-bas, utilisé comme remplaçant, ses progrès sont constants les premières années. Dès sa 3e saison, il atteint la barre des 40 points, est élu meilleur 6e homme de l'année et participe grandement à l'accession du Thunder en finale NBA, malgré la défaite face aux Heat. Mais la situation devient compliquée. Bien qu'il ait fait une très bonne saison d'un point de vue individuel et même de très bons playoffs, ses prestations en finale ne sont pas vraiment à la hauteur. Sa maladresse est flagrante et OKC refuse de lui donner la prolongation qu'il réclame, préférant privilégier Serge Ibaka. Le barbu écarte alors une proposition à hauteur de 52 millions sur 4 ans et face à son refus de signer, Sam Presti décide de le transférer vers Houston. Là-bas, il rejoint Daryl Morey qui veut en faire sa superstar, son go-to guy, et pour le prouver directement, le GM sort le carnet de chèques. James Harden veut 80 millions sur 5 ans, très bien, en jouant pour les Rockets, il aura ses 80 millions sur 5 ans. Et visiblement, ça l'a motivé le barbu. Le même jour, celui de sa signature, il compile 37 points et 12 passes décisives, devenant le premier joueur de l'histoire à réaliser de tels chiffres sous le maillot de sa nouvelle équipe. Puis toute la saison se déroule sur le même tempo, où il passe de 16 à 26 points de moyenne par match, rend fou tous les défenseurs et prouve à la planète entière qu'il valait bien mieux que le rôle de 3e option en sortie de banc qu'on lui donnait dans l'Oklahoma, derrière Russ et KD. Peu à peu, il devient l'idole de tout Houston, battant tour à tour des brouettes de records individuels qui appartenaient jusque-là soit à Tracy McGrady, soit à Hakeem Olajuwon, excusez du peu. Sam Presti avait donc peut-être fait une erreur en transférant si vite son barbu, et pour beaucoup, avec le recul, sa décision apparaissait comme complètement marteau. Surtout que pour enfoncer le clou, celui qu'on surnommait désormais The Beard continue sa progression à une vitesse fulgurante. En 2014, il est All-Star pour la première fois et sera sélectionné chaque année au match des étoiles depuis cette date. En parallèle, ses stats explosent. Avec l'arrivée de Mike D'Antoni, il atteint les 30 points, puis même les 36 points de moyenne par saison. C'est insane. Avec tout ça, il obtient même le trophée de MVP en 2018. Et là, t'en dis quoi, Sam Presti? En parallèle, il atteint les 40, puis les 50 et même les 60 points à plusieurs reprises, enchaînant les triples-doubles
double et devenant un joueur hyper clutch. Son step back est devenu une arme létale et son crossover est fatal. De plus, il sait très bien comment provoquer les fautes ad nauseam pour scorer des points faciles sur la ligne des lancers. Individuellement, il est juste devenu intraitable, déjà considéré comme l'un des tout meilleurs attaquants all-time. Et puis collectivement, c'est pas si mal non plus, puisqu'il a permis à Houston de retrouver une vraie place sur la carte NBA. Chaque année, les Rockets vont en play-off, allant même jusqu'en finale de conférence à 2 reprises. En 2018 d'ailleurs, il s'en est fallu de peu face aux Warriors, mais une blessure de Chris Paul et un choc total à 3 points lors du dernier match ont finalement éteint tous les espoirs de titre des Rockets au match 7. Mais justement, vu qu'on parlait de Chris Paul, James Harden et ses coéquipiers, parlons-en. En enchaînant Dwight Howard, Chris Paul puis Russell Westbrook, Daryl Morey n'arrive pas vraiment à trouver la formule magique. Individuellement, Harden brille et ses stats sont folles. Le mec arrive à terminer 3 fois meilleur scoreur de la ligue, bat des records de Michael Jordan, se rapproche de ceux de Wilt Chamberlain et termine même meilleur passeur de la NBA avec plus de 11 caviars par match en 2017. Franchement, n'attendez pas de moi que je liste tous ses accomplissements. Au niveau du scoring, il y en a bien trop. Retenez juste qu'il est le meilleur marqueur de toute la décennie 2010 alors qu'il l'a commencé en sortie de banc, ça classe un homme. Le problème, c'est que plus le temps passe et plus les Rockets semblent stagner, à tel point qu'en 2019 et en 2020, la direction se lasse et décide de se séparer non seulement de Mike D'Antoni, mais aussi d'un Daryl Morey dont les déclarations contre la Chine avaient fait tâche. Les Rockets veulent tourner une page, reconstruire différemment autour du barbu et entrer dans une phase de transition, en faisant venir John Wall par exemple. Mais James Harden, pour qui les années passent, a plus d'ambition, et il paraît plutôt mal vivre les départs de Morey et D'Antoni. Il se pointe à la bourre au training camp, semble complètement démotivé et donne l'air d'être dans une méforme totale. Ainsi, on s'en doutait, en décembre, il demande son transfert et il est envoyé à Brooklyn pour rejoindre la super team déjà composée de Kyrie Irving et de Kevin Durant. Là-bas, dès les premiers matchs, il semble s'épanouir, mettant un petit peu de côté le scoring pour développer au maximum ses immenses qualités de playmaker. Harden joue propre, il joue juste et il prouve au monde entier qu'il est bien plus qu'un croqueur qui passe sa vie sur la ligne des lancers francs. La machine nette c'est impressionnante et paraît prête à rouler sur toute la ligue, sauf que la suite vous la connaissez, et à Brooklyn, le trio, en raison de causes diverses, ne peut jouer au total que 16 matchs ensemble en plus d'une saison et demie. De plus, l'équipe perd en 7 matchs en demi-finale de conférence face aux Bucks avec un Harden sur une jambe qui est obligé de manquer 3 matchs dans la série. Après, tout se chamboule, l'été arrive, Kyrie Irving refuse de se faire vacciner, et ça, à mon avis, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a tout fait déborder. Surtout que Kevin Durant se blesse à son tour et James Harden se retrouve à devoir porter les Nets à lui tout seul, ou presque, il n'avait pas signé pour ça. Même si les choses ne seront jamais dites, je pense qu'il a surtout mal vécu la décision de Kyrie de ne pas se faire vacciner au détriment de l'équipe et de ses ambitions, mais ça ce n'est qu'une hypothèse, loin de moi l'envie de rentrer dans le débat. Du coup, que fait James Harden? À peine un an après sa première demande de transfert, il réitère. Et cette fois-ci, il semble clair, il veut prendre la direction des Sixers afin de retrouver Daryl Morey et de pouvoir jouer avec Joel Embiid. La bombe arrive alors quelques heures avant la deadline, Harden arrive à Philadelphie avec Paul Millsap en échange de Seth Curry, André Drummond, Ben Simmons et 2 tours de draft. Là-dessus, je ne vous le cache pas, vous l'avez sûrement vu dans mon live le soir même, juste après la deadline, toute la planète basket était prête à exploser. Désormais, avec Philly, les objectifs d'Harden sont clairs. Il n'a qu'une seule idée en tête, aller décrocher un titre. Mais peut-il y arriver? Avant de répondre à cette question, je me dois d'étudier pas mal d'éléments, dans son jeu notamment, à commencer par son scoring. Bon, déjà, vous l'avez compris, en termes de volume, le barbu est déjà l'un des meilleurs scoreurs all-time. En même pas 12 ans de carrière, il tape déjà à la porte du top 30. Pour aller plus loin dans l'histoire, seul Wilt Chamberlain a fait mieux que sa saison à 36 points par match en 2019. Avec sa patte gauche, cet arrière capable d'occuper les postes 1 et 2 est capable d'envoûter et de cuisiner n'importe qui. Il allie une énorme dextérité, un super sens du panier, des appuis millimétrés, de larges épaules, un gros buste, mais aussi une finesse incroyable qui lui ont permis année après année d'être l'un des tout meilleurs slasheurs de la ligue, mais aussi l'un des plus grands provocateurs de fautes grâce à une solidité en l'air et un body control excellent. En parallèle, il devient le roi du step back, vous le savez ça aussi, ça a fait de lui l'un des plus grands spécialistes du jeu en ISO. Ce move, même si ce n'est pas lui qui l'a inventé, il est celui qui l'a développé à l'extrême, jusqu'à en maîtriser les moindres aspects. En un éclair, il prend de la distance, crée la séparation et sanctionne avec une aisance assez dingue. Le mec a influencé des tonnes de joueurs et de gamins à reproduire ce move, inventant même le double step back et laissant croire à tout le monde que c'était super simple de réussir ce truc. Pourtant, soyons honnêtes, le step back 3 est probablement l'un des paniers les plus compliqués à rentrer dans la panoplie d'un basketteur. James Harden est non seulement le joueur qui tente le plus ce geste en NBA, mais aussi le deuxième plus adroit dans les step back 3 derrière Damian Lillard avec 37% de réussite. C'est juste énorme. C'est pas énorme dans le côté lourd, c'est énorme au niveau de la réalité. Ajoutons à ça son Eurostep
step, sa puissance, sa vitesse, mais aussi sa filouterie et sa capacité à jouer avec les règles, et avec le barbu, nous avons l'un des scoreurs les plus dangereux tout simplement du 21e siècle. Et tout ça, forcément, même s'il l'a un petit peu mis de côté avec son passage à Brooklyn, il l'apporte à des Sixers qui en avaient rudement besoin. Parce que oui, cette saison à Philly, et c'est normal vu qu'il est candidat au MVP, beaucoup de choses reposaient sur Joel Embiid, mais sûrement trop, à tel point que dès que le Camerounais connaissait un coup de mou ou avait besoin de se reposer sur le banc, l'attaque de Doc Rivers galérait. Et ça franchement c'était pas beau à voir parfois. Je me rappelle pas plus tard que cette saison, voire de longues périodes durant lesquelles où les Sixers n'arrivaient pas à faire passer un seul ballon à travers l'arceau. Et là ce qui est cool, c'est qu'avec l'arrivée de James Harden, on peut espérer que ce phénomène appartienne maintenant au passé. Non seulement les responsabilités sont mieux réparties, mais en plus de ça, Doc Rivers semble bien gérer ses rotations. Regardez les Sixers jouer et vous vous en rendrez vite compte. À part dans le garbage time, il y a toujours soit James Harden, soit Joel Embiid sur le terrain. À mon sens, ça c'est primordial pour que l'attaque fonctionne, et jusque-là rien à dire, ça marche bien. Et ce qui ajoute encore une vraie plus-value, c'est cet instinct de killer que possède le barbu. Justement, quand Embiid est trappé et que l'écart se réduit et que les Sixers ont besoin de scoring, Harden le capte vite et comprend qu'il y a besoin de lui pour que l'équipe reste à flot. Il sortira alors de son costume de playmaker dont on parlera après, plantera un step back dont il a le secret, ou ira provoquer un end-one ravageur, c'est cool. Ce step-up que ça apporte dans le jeu offensif des Sixers, ça n'a vraiment pas de prix. Le besoin était là, vraiment là, et en NBA, James Harden était probablement l'un des joueurs les mieux placés pour combler ce vide. Sur ses 3 premiers matchs, il tourne à plus de 27 points par rencontre, et personne jusque-là à Philly ne pouvait peser autant sur le scoring derrière Embiid, et encore moins en shootant à quasi 59% de réussite au global, et 50% à 3 points. Surtout que vous l'avez compris, le gaucher n'est pas élite que dans le domaine du scoring, il l'est aussi dans le domaine du playmaking. Si à Houston, il semblait souvent forcé, croqué même, en gardant parfois la balle 22 secondes sur les 24 d'une possession, il a depuis mûri, j'ai l'impression. Que ce soit à Brooklyn ou maintenant à Philly, à chaque fois il est arrivé dans une équipe qui à la base n'était pas la sienne, et il n'a pas eu le choix que d'impliquer ses coéquipiers pour y faire sa place. Et ça tombe plutôt bien, car pour ce qui est de la vision de jeu et de la qualité de passe, James Harden est juste un joueur exceptionnel. Il est un mec très patient, qui avec l'expérience a appris à lire le jeu comme peu le font, voyant immédiatement les coupes, les mismatchs et les joueurs démarqués. Il est un facilitateur qui attirera les défenses, et saura prendre la bonne décision la majorité du temps. Ça encore une fois, c'est hyper visible depuis son arrivée à Philadelphie, où dans ce rôle, il paraît être comme un poisson dans l'eau. Yes. Vous voulez des chiffres? Eh bien ça va aller vite. Depuis qu'il porte le maillot des Sixers, le barbu tourne à 12 caviars par match, avec même une pointe à 16. En parallèle, plus globalement, depuis le début de la saison, en NBA, seul Chris Paul délivre plus de passes que lui. Mais ce que j'apprécie particulièrement avec Harden, en ce moment, depuis qu'il a changé d'équipe, c'est sa vraie volonté d'impliquer tout le monde. Il a toujours la tête levée, prêt à lâcher la gonfle, et c'est pertinemment que plus de joueurs à ses côtés seront en confiance et prêts à marquer des tirs, et plus les Sixers auront de chances de gagner des matchs. De Tyrese Maxey à Tobias Harris, en passant par Matisse Thybulle et Georges Niang, tout le monde est servi à Philadelphie. Mieux que ça, il se comporte en leader, en chef d'orchestre, il communique beaucoup, il donne des conseils, et dans l'équipe, il fait déjà l'unanimité. Ce qu'il fait est incroyable et je m'en rends compte en jouant avec lui. Le niveau de son QI basket est extrêmement haut, il sait exactement où il veut que les gars se placent. Il met tout le monde dans les bons spots, et dès que tu seras ouvert, il te trouvera. Je pense que vous l'avez capté, la réputation de croqueur individualiste qui collait à la peau de James Harden durant son passage à Houston appartient désormais définitivement au passé. D'ailleurs, une autre étiquette qui lui colle sévèrement à la peau depuis quelque temps, c'est celle du défenseur médiocre. Et c'est vrai que celle-là, il l'a vraiment mérité. Lors de ses saisons offensives les plus fructueuses dans le Texas, James Harden, de l'autre côté du terrain, jouait constamment au torero, et jamais il ne s'est foulé dans ce domaine. Pourtant, les qualités de lockdown, j'ai toujours été persuadé qu'il les avait en lui, vu les belles choses qu'il avait montrées de ce côté-là quand il était dans l'Oklahoma. Mais c'est comme si, pendant son passage aux Rockets, il se concentrait tellement sur l'attaque et le scoring, plus précisément, qu'il en oubliait tout le reste. Je vous jure, j'oublie tout au fur et à mesure, et il paraît que cette famille... Maintenant, je dis qu'il a fait des progrès, et ils sont assez visible, mais calmos, je ne dis pas non plus qu'il est un défenseur d'élite, loin de là. Je dis juste que quand il a envie, sa science du jeu et son physique lui permettent au moins de faire le minimum, d'être average dans la moyenne. Ça se voit bien là pour l'instant à Philadelphie, mais encore une fois, l'échantillon est trop faible pour tirer des conclusions définitives, et nul ne sait combien de temps ça pourra durer. Cependant, depuis qu'Harden est un Sixer, il est purement et simplement le titulaire qui possède le meilleur defensive rating de son équipe, avec seulement 103 points en moyenne encaissés par sa team sur 100 possessions lorsqu'il est sur le terrain. Les chiffres sont très bons. Ça se voit, il tient à répondre aux défis physique, avec son buste, et surtout regarde le jeu et anticipe super bien. Dimanche face aux Knicks par exemple, il a volé 5 ballons, un record en saison pour lui qui permet d'être plutôt enthousiaste. Par rapport à ce qu'il a montré pendant ses 8 saisons à Houston, défensivement, The Beard est carrément en train de resserrer la vis. J'essaie juste d'être actif et de me placer aux bons endroits. Il y a des fois où j'ai tenté le pari, où je me suis un peu trop jeté et où je n'ai pas attrapé la balle, je dois faire attention à ça. Mais j'essaie d'utiliser mon cerveau pour être agressif en défense. Voler des ballons nous permet ensuite de marquer des paniers faciles en contre-attaque. En fait, le bilan est simple, que ce soit en attaque, en défense
défense ou même dans le leadership, James Harden, dans le basket, est capable de tout faire au moins à un niveau correct. Il a juste besoin d'être dans le bon état d'esprit et d'en avoir l'envie. Il est un gars super polyvalent, et s'il tourne quasi en triple-double de moyenne, ce n'est pas par hasard. Mais justement, son état d'esprit, parlons-en un petit peu, car plus que sa défense, c'est bien cet aspect-là qui personnellement me pose le plus de questions. Parce que oui, plus les années passent, et plus la motivation du barbu semble être sur courant alternatif. Un All-Star, ancien MVP, qui demande 2 transferts en à peine un an, ça ne court quand même pas les rues. En fait, le truc avec lui, c'est que quand il est dans de bonnes dispositions, comme ça semble être le cas aujourd'hui, son niveau peut être létal, mais quand il se frustre, son je m'en foutisme peut faire flipper. I don't care anymore. Pire encore, quand quelque chose lui déplaît, plutôt que de tenter de le régler par la discussion, il paraît tout faire pour se faire détester par tout le monde, le staff, les coachs, le public, ses coéquipiers. Il arrive à la bourre aux entraînements, se désimplique totalement, s'affiche hors de forme, manque des matchs dès qu'il le peut pour des blessures, qu'elles soient diplomatiques ou non, et se montre en train de faire la fête dans tout un tas de strip clubs en déplacement. Ne nous mentons pas, ce n'est pas l'attitude que l'on attend d'une superstar qui dit être prête à tout pour remporter un titre. Bon, maintenant, depuis son arrivée dans la ville de l'amour fraternel, son discours est exemplaire, on ne peut pas lui reprocher. Il explique que Philadelphie avait toujours été son premier choix, qu'il a voulu éviter les dramas pour pouvoir rejoindre l'équipe, et qu'il a juste fait en sorte de pouvoir trouver son bonheur. Pour lui, apparemment, la situation de l'effectif des Nets posait trop de questions pour espérer remporter un titre. Il voulait, je cite, être entouré de gens qui veulent gagner. De plus, Harden, pour aller au bout, a toujours pensé qu'avec lui, il fallait un pivot dominant, une pièce qui, à Brooklyn, en 2 ans, n'a jamais été trouvée. Maintenant, en conférence de presse, il se présente comme un coéquipier modèle, qui n'a qu'un seul désir, un désir qui prend le dessus sur tout le reste, celui de gagner une bague. À l'origine, quand je traversais tout ce que je traversais à Houston, Philly était mon premier choix. Ça ne s'est simplement pas fait. J'avais besoin d'être entouré de gars qui, je le sais, veulent gagner, sont prêts à tout faire, et la structure en place ici est incroyable. L'opportunité de gagner est là, maintenant c'est le seul but. Joel n'a jamais aussi bien joué, et mon boulot sera de l'aider et d'aider toute l'équipe à gagner un titre, cette année ou dans les années à venir. Après, pourquoi pas, son point de vue, son avis, on veut bien les entendre, mais le souci, c'est que ce discours a déjà plus ou moins été entendu auparavant. Pour le moment, à Philadelphie, tout semble se passer merveilleusement bien, mais attention, ce n'est que le début, gare à l'effet lune de miel, et voyons comment Harden réagira après la première série de défaites. Son comportement, jugé comme irrespectueux par ses coéquipiers à Houston juste avant son départ, et son attitude récente avec Brooklyn ne peuvent pas être gommés en seulement quelques jours. Là, pour illustrer qu'il a l'air d'être toujours au moins un peu là-dedans, on veut bien le croire, sa cuisse le gênait depuis les derniers playoffs. Cependant, sa toute dernière absence avec les Nets peut poser question, vu le faible temps qu'il lui a fallu pour se remettre et s'entraîner avec les Sixers. Tracy McGrady d'ailleurs a avoué récemment ne pas être dupe, cette blessure et cette volonté de départ s'apparentaient pour lui plus à un chantage, à un caprice qu'à autre chose. Il dit qu'il a fait ça parce qu'il voulait jouer avec des gars qui voulaient gagner. Ça veut dire qu'il insinue que les gars de Brooklyn ne voulaient pas gagner? C'est de ça qu'on parle. Nous savions tous que Philadelphie était son premier choix avant d'aller à Brooklyn, mais il n'était pas blessé. Vous pensez vraiment qu'il est blessé en ce moment? On ne rééduque pas une blessure aux ischio en faisant des step back. De plus, il suffit de fouiller rapidement dans les archives pour se rendre compte que le barbu est le roi des belles déclarations. Quand Dwight Howard est arrivé à Houston, il faisait preuve du même enthousiasme, expliquant que le pivot était la pièce manquante pour permettre aux Rockets de gagner un titre. Plus tard, avec Chris Paul, Russell Westbrook, puis Kevin Durant et Kyrie Irving du côté de Brooklyn, même discours. Et le problème, c'est que toutes ces associations, on sait très bien comment elles se sont finies. N'aurais-tu pas un petit côté girouette, James? Sur les toits, la girouette nous ferait presque tourner la tête. Difficile donc d'être sûr à 100% que malgré tous les jolis mots que le barbu envoie vers sa nouvelle franchise, une telle attitude ne pourrait pas à nouveau prendre place, au moins à moyen terme. Après, rien à dire, pour l'instant, la relation entre Embiid et Harden a l'air d'être au beau fixe dans le vestiaire, mais étudions un petit peu ce qu'elle donne sur le terrain, voir si c'est pareil. Déjà, je ne le cache pas, au départ, à force d'entendre parler de fit parfait, moi j'avais un peu plus de doutes. Tout le monde ne parlait que de pick and roll et de passe lobée entre ces deux hommes, et je peux capter, parce que sur le papier, si ça fonctionnait, ça pouvait devenir fabuleux. Sauf que Joel, faut en être conscient, ce n'est pas forcément un rollman comme pouvait l'être Clint Capella à Houston par exemple. C'est quelque chose qu'il peut faire, c'est sûr, mais ça ne correspond pas à l'essence de son jeu. Le Camerounais est capable de bien plus que ça. Il est un pivot atypique, un pivot qui porte beaucoup la balle, qui crée ses propres tirs, ne rentre que peu de paniers assistés et est tout à fait capable de prendre une attaque en main de A à Z. Voir que cette saison en NBA, avec un usage supérieur à 37%, il est le joueur qui porte le plus la balle, souligne bien ça. Pour un poste 5, c'est presque du jamais vu. Embiid est un pivot ball dominant qui n'a carrément pas besoin du pick and roll pour pouvoir briller. Le souci, c'est qu'en parallèle, James Harden est lui aussi un joueur ball dominant, c'est rien de le dire. Lorsqu'il était à Houston par exemple, il était et de loin le joueur qui portait le plus la balle de toute la ligue, avec un usage
dégage près de 40% en 2019 par exemple, c'est un truc énorme. Et vous connaissez le vieil adage, sur un terrain de basket, il n'y a qu'un seul ballon de basket, et évidemment que des questions méritaient d'être posées avant de parler de fit parfait. Après, ce qui est positif, on l'a déjà dit, c'est qu'à Brooklyn, en étant entouré de plus de stars, il a su faire évoluer son jeu en devenant bien plus playmaker. Cette saison par exemple, malgré les nombreuses absences de ses coéquipiers, et malgré tous ces moments où il aurait pu tout prendre en main de A à Z, il n'est même plus dans le top 35 dans le classement de l'usage, le changement est brutal. Et c'est là que moi je vois quelque chose de super hypant, car ce n'est pas pour ça que James Harden en a oublié ses qualités de scoreur. Il est un gars qui attire énormément les défenses, mais qui profite de sa gravité pour lever la tête et servir tous les gars quand il a des coéquipiers de valeur. Ça, Embiid en profite pleinement sur l'échantillon de match que l'on a vu. Depuis 3 rencontres, ce que l'on peut remarquer, c'est que le pivot porte toujours autant la balle, mais bénéficie de plus d'espace pour aller au cercle. Et ce qu'on retiendra, c'est que ses stats au scoring n'ont pas baissé, bien au contraire, vu que sur la période, il tourne à 33 points par match, pas mal. En parallèle, lui, quand il est trappé, il a moins besoin de chercher ses coéquipiers démarqués et perd moins de ballons, vu que dans le playmaking, James Harden s'occupe de tout. Mais il ne faut pas oublier, il est aussi un gars qui excelle pour ce qui est de prendre ses responsabilités au scoring quand c'est nécessaire. On voit ainsi un Joel qui a moins besoin d'insister en post-up, qui subit moins de prises à deux, et qui peut se concentrer principalement sur ce qu'on lui demande, aller au cercle et mettre un max de points. Ajoutons à ça quelques pick and roll et quelques passes lobées entre les deux hommes, il en faut bien, et la complémentarité actuelle est juste flagrante. Les deux gars sont finalement si puissants, si polyvalents, et si intelligents même, que l'adaptation s'est faite en un clin d'œil. Embiid aime alterner entre le jeu intérieur et extérieur, il apprécie les pop, mais aussi les short rolls, qui lui permettent de travailler à mi-distance. Et ce qui est cool, c'est qu'avec son répertoire à la création, et notamment ses pocket passes, Harden n'a aucun mal à trouver le pivot dans ces situations. Puis dès que ça blitz sur le meneur, comme les Wolves ont tenté de le faire, Joel se régale à recevoir les ballons sous le panier. Il suffit d'ailleurs d'écouter ce que le Camerounais a à dire à ce propos pour se rendre compte que sur le terrain, avec son nouveau coéquipier, il se régale. Nous sommes inarrêtables, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un super passeur, et c'est aussi quelqu'un qui, comme moi, attire beaucoup l'attention de la défense. C'est tout ce que l'on doit continuer à faire, et je suis content de ne plus avoir à post-up sur chaque possession. Je trouve que j'ai bien alterné entre le jeu intérieur et extérieur sur ces derniers matchs. Parfois je vais ressortir, parfois je vais rouler vers le panier, je peux faire plein de choses, et avec James à côté de moi, il n'y a pas de mauvais choix. Je n'ai jamais été ouvert comme ça de ma vie. Sérieusement, les passes, je ne m'y attends même pas, et elles m'arrivent dessus comme ça, c'est trop bien. Même si Joel n'est pas le dernier, quand il s'agit de s'enflammer et d'exagérer les choses, je ne l'ai, je pense, jamais vu aussi hypé, ça fait plaisir à entendre. Sauf que le basket, on le sait, ça ne se joue pas à 1, ça ne se joue pas à 2 non plus, mais ça se joue bien à 5 en même temps sur le terrain. Observons donc maintenant l'impact que Harden a sur le parquet, sur toute l'équipe, sur tout le collectif de Philadelphie, notamment dans la circulation de balles. Déjà sur les 3 matchs que l'on a vus, même s'ils ne peuvent pas bien sûr représenter une vérité absolue, les Sixers tournent à 127 points inscrits par match, contre 108 habituellement, la différence est folle. Quand un duo attire autant l'attention des défenses, tous les autres joueurs trouvent des positions ouvertes au périmètre, et les Knicks mercredi soir l'ont appris à leurs dépens. Dans le 3e quart, avec un Harden en chef d'orchestre, les Sixers ont shooté à 8 sur 11 à 3 points. Tout le monde a croqué, Tyrese Maxey le premier. D'ailleurs jusque-là, il est probablement celui qui profite le plus de la gravité créée par Harden. Avec sa vivacité, il peut prendre les espaces, obtient des positions de shoot et surfe sur sa confiance actuelle qui semble atteindre des sommets, d'autant plus que le barbu l'a définitivement pris sous son aile. Là on s'en rend compte, le sophomore est bien plus à l'aise dans un système où la création passe moins par lui. Là, grâce à ses 3 poumons et son bon sens du jeu, il propose sans arrêt des déplacements qui lui offrent sur un plateau des opportunités pour scorer. Le gamin, depuis l'arrivée du barbu, tourne quasiment à 25 points par match alors que je pensais qu'il allait disparaître. C'est complètement inattendu. De toute façon, c'est plus que visible. Lorsque Harden et Embiid sont ensemble sur le terrain, les positions pour les autres se multiplient. Combien de fois, par exemple, on a vu Matisse Thybulle ou Tobias Harris totalement esselés derrière la ligne sur cet échantillon de 3 matchs? C'est devenu une constante. Mais quand même, restons tranquilles. Calm down, calm down. Thybulle a des positions, ok, mais il n'est pas du tout un shooter fiable. Au moins il tente, c'est tout à son honneur, mais pour l'instant ce n'est pas ultra efficace. Maintenant, défensivement, il continue à apporter son énergie, il vole des ballons, et au final c'est plutôt pas mal, il n'a plus qu'à se concentrer sur 2 trucs, être un lockdown et prendre les tirs ouverts. Pour Tobias Harris, par contre, c'est plus compliqué, et ça sent qu'il cherche ses marques encore. Sa confiance n'est pas au top, et pour le moment il est en difficulté. Souvent on le voit refuser une opportunité de shoot libre pour poser un dribble, partir en drive et se faire enfermer. C'est pas ouf, on en attend plus de sa part, au moins qu'il tente sa chance, ça finira par rentrer. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est que Harden, malgré ce moment de down chez Toby, continue à le chercher et l'incite à tirer. Il a toujours été un gars qui avait l'habitude de créer pour lui-même, et depuis que je suis là, il a eu pas mal d'opportunités sur catch and shoot qu'il a laissé passer en essayant de passer son défenseur en dribble. Je m'en fous que tu en rates 20, ce sont des shoots qu'on a besoin que tu prennes, parce que le plus souvent tu vas les mettre. Harden scorer, Harden playmaker, et maintenant Harden leader, c'est quand même sacrément génial. Maintenant, si beaucoup de choses semblent quand même intéressantes dans l'attaque des Sixers, ça se voit, il y a aussi d'autres choses à mettre en place,
notamment du côté de Tobias Harris. Néanmoins, dans son discours, on sent que l'ailier veut bien faire, on sent qu'il veut bien penser à la win avant lui, il faudra juste qu'il trouve les solutions pour s'ajuster au mieux, au plus vite désormais. Et c'est vrai que transformer son rôle de créateur à celui de simple floor spacer, ça pourrait paraître dommage comme ça, mais il faudra peut-être passer par là pour gagner. Pour aller au bout, il n'y a pas de secret, et des sacrifices il faudra en faire, mais ce qui me plaît plutôt pas mal, c'est que Tobias semble prêt. Maintenant qu'on a fait le tour de ce starting five, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble bien construit, équilibré, et qu'il peut en plus faire des progrès, mais qu'en est-il des remplaçants et de la profondeur de banc? En laissant partir Seth Curry et André Drummond, les Sixers ont perdu 2 pièces importantes de leur dispositif, et leur rotation ont pris un coup dans l'aile. Sur le banc, parmi les arrières par exemple, on a surtout Shake Milton et Furkan Korkmaz. Les deux ont des qualités, c'est sûr, et chacun a un profil différent. Ceci dit, ils brillent aussi par leur irrégularité, et en playoff, pas certain qu'il faille attendre beaucoup de leur part. Même si Harden est promis à beaucoup de minutes, un meneur expérimenté et sûr derrière lui ne ferait définitivement pas de mal. Et en cas de blessure, soyons honnêtes, je n'ai absolument aucune idée de qui pourra prendre le relais de façon pérenne maintenant que Seth Curry n'est plus là. Sur les ailes, par contre, je ne me pose pas trop de questions. J'aime beaucoup Georges Niang par exemple, pour son physique, sa défense et sa capacité à mettre dedans, de loin. Danny Green de son côté n'est plus le joueur qu'il était, c'est certain, mais son rôle diminue peu à peu, lui qui a semble-t-il définitivement perdu sa place de titulaire. Cependant, pour apporter son expérience, sa science défensive et quelques bombes de loin en catch and shoot, il peut répondre présent. Après allez, si je prends du recul, je me dis que jusque-là, le banc ça pourrait aller. Si Harden devait connaître un pépin physique, Maxey pourra toujours reprendre le rôle qu'il avait en début de saison. Bien sûr, ça fera du mal aux Sixers, mais bon an mal an, l'équipe ne s'en est pas non plus trop mal sortie jusque-là dans cette configuration. Non, ce qui m'inquiète vraiment, ce sont les rotations intérieures, où André Drummond apportait énormément sur les courtes minutes qu'il passait en relais de Joel Embiid. Aucun disrespect pour Dwight Howard, mais à mon avis, c'est la première fois que le Camerounais possède un backup avec autant de valeur. Là, on a un Millsap qui est arrivé, mais le pauvre met du temps à s'adapter. Il s'approche peu à peu de la fin de sa carrière, et surtout, il ne possède pas le volume physique d'un Dédé Drummond. Ça se voit depuis quelques matchs, dès qu'Embiid rejoint le banc, les Sixers souffrent dans la peinture. Du coup, Doc Rivers n'a pas trop le choix, il laisse le Camerounais un max de temps sur le parquet, et là encore, attention aux blessures. Tout le monde sait que Big Joe n'est pas le joueur le moins injury prone du monde. Alors ok, Willie Cauley-Stein a été signé pour 10 jours, mais pour l'instant on ne l'a pas trop vu à l'œuvre, et j'ai encore des doutes à son sujet. Par contre, ça parle de plus en plus de l'arrivée de DeAndre Jordan qui pourrait se concrétiser dans les jours à venir. Alors clairement, lui, je ne vais pas dire qu'il va apporter des certitudes, voilà presque 2 ans qu'il a disparu des radars, et son temps de jeu fond comme neige au soleil. Néanmoins, sur des périodes de 10-15 minutes par match, je me dis qu'il pourrait trouver sa place avec Harden en tant que rollman, il pourrait user ses épaules dans la raquette, prendre quelques rebonds, faire les fautes qu'il faut, et protéger la peinture pendant qu'Embiid récupère. Rien que ça pourrait suffire en vrai, et reste à voir si sa signature se concrétise et dans quelle forme physique il est. Donc pour faire le bilan, sur ce banc et sur sa profondeur, ce n'est pas dingue, loin de là, et les doutes semblent légitimes. Cependant, avec l'arrivée d'un DeAndre Jordan, j'estime que ça peut tenir, ça peut faire l'affaire en playoff, à condition d'arriver à slalomer entre toutes les blessures. Mais un sujet pour lequel j'ai beaucoup de doutes en vrai, c'est l'expérience en playoff. Parce que soyons francs un petit peu, à Philadelphie on a quand même une belle brochette de choqueurs, à commencer par Doc Rivers. Bien sûr que l'on a envie de se rappeler de son titre avec les Celtics en 2008, mais ça fait 14 ans quand même, passons à autre chose. Depuis, il a réussi à gagner la solide réputation du tacticien qui se fait remonter alors qu'il mène 3-1, qui se fait outcoacher dans les matchs 7 et pose de vraies questions dans l'aspect stratégique et les ajustements. Bien sûr, il est un leader, un meneur d'hommes, et ça je refuse de lui enlever, mais lorsque l'on chasse un titre, même si c'est primordial, ça ne suffit souvent pas. Les assistants, Dave Joerger le premier, et je compte sur lui, auront donc probablement beaucoup de taf dans l'aspect stratégique une fois que la post-season aura débuté. Mais à Doc, je veux ajouter un Tobias Harris qui souvent disparaît complètement en playoff, un James Harden qui n'a pas toujours assuré dans les matchs décisifs, un Joel Embiid qui arrive régulièrement en post-season épuisé, et un Tyrese Maxey qui, aussi fougueux soit-il, n'a que 21 ans. Les doutes sont clairement légitimes, après je ne dis pas que c'est rédhibitoire, mais ce qui est sûr, c'est que tous ces éléments auront de grosses choses à prouver une fois que les playoffs auront commencé. Du coup, si l'on fait le bilan avec tout ce que l'on a vu, James Harden peut-il porter les Sixers jusqu'au titre NBA cette saison? Déjà, il faut se rendre compte qu'une part de mon analyse se base sur un aperçu de 3 matchs seulement, dont 2 contre les Knicks qui actuellement sont en grande difficulté. La grosse semaine à venir, avec notamment des match-ups contre les Bulls, contre le Heat et contre les Nets, devrait nous donner encore plus d'éléments. Vous, en plus, vous avez pu voir le match contre les Cavs hier, qui a dû être riche en enseignements. Mais peu importe, car jusque-là, pas mal de choses que j'ai vues m'ont déjà permis d'élaborer mes propres conclusions. Des conclusions hâtives, certes, mais des conclusions quand même. Déjà, il faut en être certain, James Harden est un génie du basket, qui a son caractère, c'est sûr, et ses moments de frustration, mais quand il se sent bien et en confiance, ce qui semble être le cas, vu l'amour que le public de Philly lui a donné pour son premier match à domicile, il est capable d'atteindre des sommets, individuels comme collectifs. Mais est-ce que cela suffira en playoff? J'ai des doutes. La profondeur, les blessures potentielles, le manque d'expérience dans les grands moments, et tout simplement le manque de vécu collectif peuvent m'inquiéter. Je pense que Danny Green, en bon vétéran qu'il est, avec son expérience de joueur titré, aura un grand
rôle dans le vestiaire pour essayer de compenser tout ça au maximum. Puis comparez ça par exemple rien qu'à l'Est avec une équipe comme les Bucks, forte de son titre de champion, ou comme le Heat, dont l'alchimie n'a pas d'égal, peut soulever de vraies questions, d'autant plus que ces deux escouades, et je pense notamment à Miami, sont souvent très bien coachés dans les grands moments de playoff. Mais la question que j'ai posée aujourd'hui, ce n'est pas est-ce que James Harden va mener les Sixers jusqu'au titre, mais est-ce que James Harden peut mener les Sixers jusqu'au titre. La nuance est subtile, mais elle est bien présente. Et là, j'ai envie de dire que oui, la NBA n'a jamais été aussi ouverte qu'en ce moment, pour notre plus grand bonheur, vu qu'on aime tous le suspense. Je n'ai pas l'impression qu'une équipe s'affiche en grande favori, et je sais pas, il y a peut-être 5-6 équipes qui peuvent faire leur place si les astres s'alignent de la bonne façon, et les Sixers en font partie. À Philly, tout le monde paraît motivé, et tout le monde sait aussi que le temps est compté, alors j'attends des joueurs qu'ils donnent leur maximum chaque soir pour atteindre le Graal. Au duo Embiid maintenant, de penser aux anciens, et de faire 39 ans après, comme leurs aînés Julius Erving et Moses Malone, en ramenant un titre en Pennsylvanie. Voilà pour ce qui est de James Harden et des Sixers, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Considérez-vous ces 76ers comme contenders ou au moins outsiders? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse à fond. De toute façon, le seul moyen pour ne rien manquer de tout ça, ce sera de s'abonner au League Pass. Et vu que dans la description, j'ai un lien qui vous permet de le choper à moins de 55 balles, je pense que c'est le moment ou jamais de vous faire kiffer. C'est le moment le plus intéressant qui va commencer. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention à tous ceux qui ne le feront pas, je ferai en sorte que vous obteniez la même pilosité que celle de James Harden, mais pas au même endroit, peut-être un peu plus bas. Ouais, il faudra sûrement sortir la débroussailleuse. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube. Et surtout, merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent à sub sur Twitch et tous ceux qui font des dons sur Tipeee. Ça m'aide à fond, n'arrêtez jamais. Et à très vite.